Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet qui touche des millions de vies, l'anémie falciforme. On l'appelle aussi drépanocytose. C'est une maladie génétique du sang avec des conséquences parfois très lourdes. Pour cette exploration, on s'est appuyé sur un article assez détaillé de La médecine moderne. Notre but, c'est de bien comprendre cette condition, d'où elle vient, comment elle se manifeste, comment on la gère, bref, d'y voir plus clair. Et pour commencer, un chiffre assez marquant. C'est la maladie génétique qui touche un seul gène, la plus fréquente sur la planète. Incroyable, non? Et puis un fait historique aussi. Dans certaines régions d'Afrique, les noms qu'on lui donnait, ça évoquait des douleurs, mais des douleurs tellement fortes qu'on disait que les os éclataient. Ça donne une idée. Bon, alors on y va, on plonge dans ce sujet. Pour démarrer simplement, qu'est-ce que c'est exactement la drépanocytose d'après nos lectures? Alors, pour faire simple, c'est une maladie qui est héréditaire et qui touche l'hémoglobine. L'hémoglobine, bon, c'est cette protéine super importante dans nos globules rouges. C'est elle qui fait le job de transporter l'oxygène des poumons vers tout le reste du corps. Et dans la drépanocytose, il y a une mutation, un petit changement génétique qui vient modifier cette hémoglobine. Héréditaire, ça veut dire que ça se transmet dans les familles, c'est ça? D'accord. Et cette fameuse mutation-là, ce petit changement, ça modifie quoi concrètement dans l'hémoglobine? C'est vraiment minuscule à l'échelle de l'ADN. C'est sur le gène HBB qui est sur le chromosome 11. Un seul petit ingrédient de la protéine, un acide aminé, le glutamate, est remplacé par un autre, la valine. C'est tout petit, mais les conséquences sont énormes. Ça suffit à créer une version anormale de l'hémoglobine, qu'on appelle l'hémoglobine S ou HbS. Alors que normalement, chez l'adulte, on a surtout de l'hémoglobine A et un peu d'hémoglobine F quand on est bébé. Une cause minuscule pour des effets bien majeurs. Comment cette hémoglobine S, elle provoque la maladie alors? Le gros problème avec l'hémoglobine S, c'est qu'elle n'aime pas le manque d'oxygène. Quand un globule rouge qui contient beaucoup d'hémoglobine S arrive dans un endroit du corps où l'oxygène se fait rare, typiquement dans les tout petits vaisseaux sanguins, les capillaires, eh bien l'hémoglobine S se met à s'assembler. Elle forme de longues fibres, toutes rigides à l'intérieur même du globule rouge. Et ça déforme complètement le globule qui prend une forme comme une faucille ou un croissant, d'où le nom falciforme. D'accord, je vois. Et ces globules en forme de fossiles, qu'est-ce qu'ils entraînent comme problème? Ils posent principalement deux gros soucis. Premièrement, ils sont très fragiles. Ils se cassent, ils sont détruits beaucoup plus vite que le globule rouge normaux. Ils vivent genre 10 à 20 jours au lieu de 120 jours habituellement. Cette destruction rapide et massive, on appelle ça l'hémolyse. Et ça mène à une anémie chronique, c'est-à-dire un manque de globules rouges qui fonctionne bien. Anémie chronique, ok. Et le deuxième problème? Le deuxième problème, c'est leur rigidité et leur forme, justement. À cause de ça, ces drépanocytes, comme on les appelle, ils circulent mal. Ils peuvent s'agglutiner, s'empiler et finir par bloquer les petits vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on nomme la vaso-occlusion. La vaso-occlusion, un peu comme un embouteillage dans les vaisseaux, c'est ça, hein? C'est une très bonne image, oui. Imaginez des camions un peu tordus et très rigides qui essayent de passer dans une toute petite rumelle. Mais ça coince, et ce blocage, il empêche le sang, et donc l'oxygène, d'arriver correctement aux tissus qui sont situés après le bouchon. C'est ça qui est à l'origine des douleurs, qui peuvent être très intenses, et qui peut aussi, à la longue, endommager les organes par manque d'oxygène, ce qu'on appelle ischémie. L'article sur lequel on s'appuie, il insiste beaucoup sur le fait que la maladie, elle ne se manifeste pas pareil chez tout le monde. Ça se traduit comment, ça, dans la vie des patients? Oui, c'est vrai. La sévérité est très, très variable. C'est une maladie chronique, elle dure toute la vie, ça c'est clair, mais elle est ponctuée par des épisodes aigus, des crises. Et la douleur, c'est vraiment le symptôme central, comme le laissaient entendre les noms traditionnels dont vous parliez. Les personnes atteintes vivent avec une anémie quasi constante, donc une certaine fatigue, et surtout, elles vivent avec le risque permanent de ces crises très douloureuses, les fameuses crises vaso-occlusives ou CVO. Ces CVO, ces crises douloureuses, ce sont les manifestations les plus fréquentes, d'après ce qu'on a lu. Ah oui, de loin. Elle représente plus de 90% des raisons pour lesquelles les patients vont aux urgences. Ce sont des douleurs osseuses, souvent décrites comme atroces, vraiment insupportables. Ça touche surtout les os longs, les membres, le dos, la poitrine. Elles peuvent être déclenchées par plein de choses, le froid, la déshydratation, le stress, une infection. Mais souvent, en fait, on ne trouve pas de déclencheur précis. Elles arrivent comme ça. Chez le tout petit, ça peut donner un gonflement douloureux des mains ou des pieds. On appelle ça la dactylite. D'accord.
Et au-delà de cette douleur très présente, quelles sont les autres complications aiguës importantes? Alors, il y a un risque beaucoup plus élevé d'infection grave. Pourquoi? Parce que la rate, qui est un organe clé pour notre immunité, est souvent abîmée très tôt dans l'enfance à cause de ces blocages répétés. Elle devient moins efficace pour filtrer certaines bactéries dites encapsulées, comme les pneumocoques. Du coup, une infection qui serait banale pour quelqu'un d'autre peut devenir très grave, voire foudroyante. Il y a aussi des complications au niveau des poumons qui sont graves, comme le syndrome thoracique aigu. Ça ressemble un peu à une pneumonie sévère et ça peut être mortel. C'est une urgence absolue. D'autres risques? Oui, l'anémie peut aussi s'aggraver très brutalement, par exemple à cause d'une infection virale spécifique, le parvovirus B19. Et puis malheureusement, il y a aussi le risque d'accident vasculaire cérébral, l'AVC. C'est un risque bien réel, surtout chez les enfants, où il est plutôt ischémique, un vaisseau bouché. Chez l'adulte, il peut aussi être hémorragique. C'est un tableau assez lourd au niveau aigu. Et sur le long terme, quelles sont les conséquences de tout ça? Avec le temps, toutes ces agressions répétées, les blocages des vaisseaux, l'anémie chronique, l'inflammation, ça peut finir par endommager progressivement de nombreux organes, le cœur, les reins, les poumons, encore les yeux, les os aussi, avec des zones qui meurent par manque d'oxygène, ce qu'on appelle l'ostéonécrose. Tout ça, ça peut entraîner des douleurs chroniques qui sont différentes des crises aiguës, mais qui sont là tout le temps. Et bien sûr, une altération de la qualité de vie. Et comme l'espérance de vie s'est beaucoup améliorée grâce aux soins, ces complications chroniques, on les voit de plus en plus et c'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est vraiment une maladie systémique en fait, même si la cause est unique. Face à un tableau aussi complexe, comment on fait le diagnostic? Comment on est sûr que c'est bien ça? Alors, le diagnostic, il repose d'abord sur des examens de sang assez classiques. Une simple prise de sang, ce qu'on appelle l'hémogramme ou la numération formule sanguine, ça montre déjà l'anémie, on voit qu'il manque des globules rouges, et on voit aussi des signes que le corps essaye de compenser, en produisant plus de jeunes globules rouges, les réticulocytes. Mais pour être vraiment sûr, pour confirmer la présence de cette fameuse hémoglobine S, et aussi pour savoir de quel type exact de drépanocytose il s'agit, parce qu'il y a des variantes comme la forme SC, l'examen clé, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse, c'est quoi exactement en fait? C'est une technique de laboratoire qui permet de séparer les différentes sortes d'hémoglobine qui se trouvent dans le sang du patient. On voit clairement s'il y a de l'HBS et en quelle quantité, s'il y a aussi de l'HB anormal ou une autre hémoglobine anormale, comme l'HBC. Ça permet de poser un diagnostic très précis. L'article mentionnait aussi l'importance capitale du dépistage très tôt, à la naissance même. Pourquoi c'est si crucial? Ah oui, le dépistage néonatal, c'est fondamental. Il se fait à partir d'une petite goutte de sang prélevée au talon du bébé quelques jours après la naissance, et ça change vraiment tout pour l'avenir de l'enfant. Ça permet d'identifier les bébés qui sont atteints avant même qu'ils aient le moindre symptôme. Les premiers signes apparaissent souvent vers 2 ou 3 mois seulement. Et grâce à ce diagnostic précoce, on peut mettre en place tout de suite des mesures de prévention qui sont hyper efficaces. Quelles mesures par exemple? La plus importante, c'est la prévention des infections graves. On donne des antibiotiques, de la pénicilline, tous les jours aux petits-enfants atteints, et on s'assure qu'ils reçoivent bien toutes les vaccinations recommandées, en particulier contre le pneumocoque et le méningocoque. Ça a permis de réduire de façon spectaculaire la mortalité des jeunes enfants atteints de drépanocytose dans les pays où ce dépistage est bien organisé. Et en France, justement, comment ça se passe pour ce dépistage? Alors, en France métropolitaine, pendant longtemps, on a fait un dépistage dit ciblé, c'est-à-dire qu'on le proposait qu'aux nouveau-nés considérés à risque en fonction de l'origine géographique de leurs parents. Mais ce ciblage, il a été critiqué, il a montré ses limites, avec des enfants qui passaient à travers les mailles du filet. Et puis des questions éthiques aussi. Du coup, suite aux recommandations des autorités de santé, notamment la Haute Autorité de Santé, depuis janvier 2023, le dépistage de la drépanocytose à la naissance est devenu universel. Il est proposé à tous les nouveau-nés en France. C'est vraiment un progrès majeur. Oui, ça contraste sans doute avec la situation dans d'autres régions du monde, hein. Ah oui, clairement. Dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, où la maladie est très fréquente, il n'y a pas de dépistage systématique à la naissance. Le diagnostic se fait souvent bien plus tard, malheureusement, à l'occasion de la première complication grave de l'enfant, d'une première crise sévère ou d'une infection. Et là, le pronostic est forcément moins bon. Une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les patients au quotidien et pour gérer la maladie RD? La prise en charge, elle est vraiment multiple. Il y a d'abord tout un volet de prévention et d'éducation. Il faut essayer d'éviter au maximum les facteurs qui peuvent déclencher les crises.
Le froid, les changements brutaux de température, la déshydratation, donc boire beaucoup d'eau c'est essentiel, l'altitude, les efforts physiques trop intenses. Il faut suivre aussi scrupuleusement le calendrier des vaccinations, comme on l'a dit, et puis prendre une prévention contre le paludisme si on vit ou si on voyage dans une zone où il est présent. Car le paludisme peut être très grave chez une personne atteinte de drépanocytose. Une bonne hygiène de vie globale est vraiment la base. Et au-delà de la prévention, pour traiter la maladie elle-même, ou ses complications quand elles surviennent, Alors, pour les crises douloureuses, les CVO, la prise en charge dépend de l'intensité. Si la douleur est modérée, ça peut se gérer à la maison, avec du repos, de la chaleur locale, une bonne hydratation, et des antalgiques comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires. Mais si la douleur est sévère, il faut aller à l'hôpital. Là, on utilise des médicaments plus forts, des dérivés de la morphine, souvent administrés par voie intraveineuse. Il faut aussi traiter la cause si on en trouve une, comme une infection. et pour les autres complications, Les transfusions sanguines jouent un rôle important. On y a recours en cas d'anémie très sévère ou lors de certaines complications aiguës, comme le syndrome thoracique aigu, ou pour prévenir les AVC, notamment chez les enfants qui ont déjà montré des signes de risque à l'échographie Doppler. Parfois, on fait des échanges transfusionnels, où on enlève une partie du sang du patient pour le remplacer par du sang de donneur, afin de diminuer le pourcentage d'hémoglobine S. et y a-t-il des traitements qui agissent sur le fond de la maladie pour réduire la fréquence des problèmes? Oui, et ça a été une avancée majeure. Le traitement de fond principal, c'est l'hydroxyurée, aussi appelé hydroxycarbamide. L'hydroxyurée? En quoi c'est si important? Qu'est-ce que ça fait? L'hydroxyurée, c'est un médicament qu'on prend tous les jours par voie orale et on a montré qu'il réduit de façon très significative la fréquence et la sévérité des crises douloureuses et aussi des syndromes thoraciques aigus. Il a vraiment changé la vie de beaucoup de patients. Son mécanisme principal, c'est qu'il aide le corps à produire plus d'hémoglobine fétale, l'HbF. C'est cette hémoglobine qu'on a quand on est bébé et elle a la particularité de ne pas poser les mêmes problèmes que l'HbS, elle ne polymérise pas. Donc en augmentant l'HbF, on protège les globules rouges de la falciformation. C'est un progrès considérable alors. Oui, vraiment. Ce traitement a permis d'améliorer la qualité de vie, mais aussi l'espérance de vie. Bien sûr, il faut une surveillance médicale régulière quand on le prend, mais il est globalement bien toléré. Il y a aussi d'autres médicaments de fond plus récents qui ont été développés, comme l'L-glutamine ou le Voxelotor, qui agissent par d'autres mécanismes pour réduire les crises ou empêcher la polymérisation de l'HbS. Mais l'hydroxyurée reste quand même le traitement de référence pour beaucoup. D'accord. Et est-ce qu'il existe des traitements qui pourraient carrément guérir la maladie? On entend parfois parler de greffe. Oui, la seule approche qui peut potentiellement guérir la drépanocytose aujourd'hui, c'est la greffe de moelle osseuse, ou plus précisément de cellules souches hématopoïétiques. L'idée, c'est de remplacer complètement la fabrique de globules rouges du patient, qui produit l'HbS, par celle d'un donneur sain compatible. Le donneur idéal, c'est souvent un frère ou une sœur qui n'a pas la maladie et qui est compatible au niveau tissulaire. Quand on trouve un tel donneur et que la greffe est faite tôt, surtout chez l'enfant, les chances de succès et de guérison sont très élevées, autour de 90%. Mais j'imagine que ce n'est pas simple, hein. Non, c'est une procédure qui reste lourde, avec des risques, notamment de rejet ou de complications liées au traitement préparatoire. Et puis, le principal obstacle, c'est de trouver un donneur compatible. Tout le monde n'a pas cette chance. Et l'autre espoir, c'est la thérapie génétique, c'est ça? Exactement. La thérapie génique, c'est le grand espoir pour l'avenir. L'idée, là, c'est de corriger le défaut génétique directement dans les propres cellules souches du patient. On prélève ces cellules, on les modifie en laboratoire pour qu'elles produisent une hémoglobine normale ou une forme d'HbF protectrice, puis on les réinjecte au patient après avoir nettoyé sa moelle osseuse. Les recherches avancent très vite, il y a déjà eu des succès cliniques et un premier traitement de thérapie génique a même été approuvé très récemment, fin 2023, début 2024, dans certains pays. Mais pour l'instant, ce sont des traitements extrêmement coûteux et leur accès est très limité. Donc beaucoup d'espoir, mais encore des défis énormes. On voit bien que la prise en charge a énormément progressé, mais que l'accès à ces soins reste un enjeu crucial. Parlons un peu de la répartition de la maladie dans le monde, de l'épidémiologie. Oui, c'est un point essentiel pour comprendre la maladie. Comme on l'a dit au début, c'est la maladie monogénique la plus répandue.
On estime qu'il y a plus de 300 000 naissances d'enfants homozygotes SS chaque année dans le monde. La très grande majorité de ces naissances a lieu en Afrique subsaharienne. Le Nigeria et la République démocratique du Congo sont les pays les plus touchés, mais aussi en Inde. Et il y a des centaines de millions de personnes qui sont porteuses saines, hétérozygotes SA. Ce qui est absolument fascinant et qui explique pourquoi ce gène est si fréquent dans certaines populations, c'est son lien historique avec le paludisme. Le paludisme, ouais. Quel est le rapport? Eh bien, si on regarde une carte de la fréquence du gène de la drépanocytose dans le monde et qu'on la superpose à une carte des zones où le paludisme, surtout celui causé par Plasmodium falciparum, était ou est encore très présent, les deux cartes coïncident de façon frappante. On a découvert que les personnes qui sont porteurs saines, les hétérozygotes SA, sont naturellement protégées contre les formes graves du paludisme. Le parasite a beaucoup plus de mal à se développer et à faire des dégâts dans leurs globules rouges, qui sont un peu différents. Dans des régions où le palu tuait énormément d'enfants, c'était un avantage de survie considérable. Ah, c'est incroyable. Donc, être porteur sain protège du paludisme. Exactement. Ça ne protège pas de l'infection elle-même, mais ça réduit très fortement le risque de faire une forme grave mortelle. Et donc, la sélection naturelle a favorisé la transmission de ce gène S dans ces populations, même s'il a un inconvénient majeur. Quand on hérite de 2 copies, on a la drépanocytose qui est une maladie grave. C'est un exemple très connu en génétique de ce qu'on appelle l'avantage de l'hétérozygote. C'est fou comme une maladie peut être liée à l'histoire évolutive et à une autre maladie de cette manière. Et ça explique les énormes disparités qu'on voit aujourd'hui. Oui, en grande partie. En Afrique subsaharienne, où la prévalence du gène est très élevée et où l'accès aux soins est souvent difficile, la mortalité infantile due à la drépanocytose reste malheureusement très élevée, parfois jusqu'à 50 ou même 90% des enfants atteints qui meurent avant 5 ans dans certaines zones très isolées. À l'inverse, en Europe ou en Amérique du Nord, où la maladie est arrivée principalement avec les migrations forcées de la traite négrière, puis plus récemment avec d'autres migrations, l'accès au dépistage, aux traitements comme l'hydroxurée, aux transfusions, aux greffes, tout ça a permis d'améliorer de façon spectaculaire le pronostic. L'espérance de vie peut maintenant dépasser 60 ans dans ces pays. Et la France dans tout ça? La France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de personnes atteintes de drépanocytose. On estime autour de 60 000 patients, avec une concentration importante en Île-de-France. Et ce nombre est en augmentation. Mais même dans les pays dits riches, il peut y avoir des inégalités dans la prise en charge, des difficultés d'accès aux soins spécialisés et parfois une stigmatisation qui peut peser sur les patients et leurs familles. Les facteurs socio-économiques et environnementaux jouent aussi un rôle, ce n'est pas juste une question de gène. C'est important de le souligner. Revenons un peu sur l'histoire de la découverte. Quand est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'était cette maladie? Les toutes premières descriptions médicales qui semblent correspondre datent peut-être du milieu du XIXe siècle, chez des esclaves aux États-Unis. Mais la description formelle, avec l'identification des globules rouges en forme de fossiles, ça date de 1910. C'est un médecin de Chicago, James Herrick, qui les observe chez un étudiant venu des Antilles, Walter Clément Noël. Le terme anémie falciforme, sickle cell anemia, est proposé un peu plus tard, en 1922. Mais les grandes étapes de la compréhension, elles arrivent surtout au milieu du XXe siècle. En 1949, il a 2 découvertes majeures la même année. James Neal confirme que c'est bien une maladie héréditaire récessive, et surtout, Linus Pauling, oui, le double prix Nobel, démontre que c'est une maladie moléculaire. Moléculaire. Oui, il montre que c'est la molécule d'hémoglobine elle-même qui est anormale chez les patients. C'était révolutionnaire, hein. La toute première fois quand on identifiait la cause d'une maladie génétique au niveau d'une protéine. Une maladie moléculaire, comme il l'a appelée. Après ça, on a vite compris la mutation exacte, puis le lien avec le paludisme a été établi dans les années 50. Et ensuite, on a développé les tests et les traitements. L'histoire sociale de la maladie est importante aussi, non? L'article évoquait des luttes pour la reconnaissance. Oui, absolument. Aux États-Unis en particulier, la drépanocytose touche majoritairement la population afro-américaine. Du coup, la lutte pour la reconnaissance de la maladie, pour le financement de la recherche et pour l'accès aux soins a été très liée au mouvement pour les droits civiques dans les années 60 et 70. Malgré tout, la maladie a longtemps été sous-estimée, un peu oubliée, et les patients ont souvent été confrontés à l'incompréhension, voire à la suspicion, notamment concernant leur douleur. On les accusait parfois à tort de simuler ou de chercher des drogues alors qu'ils souffraient le martyre. Ça a pu être très dur. Pour détendre un peu l'atmosphère, une petite curiosité qu'on a trouvée dans nos lectures. Il y aurait une forme de falciformation chez certains animaux aussi.
Ah oui, c'est assez étonnant. Les sources parlent des cerfs muntjacs, des petits cerfs d'Asie. Apparemment, ils ont aussi une mutation sur leur hémoglobine, un remplacement d'acide aminé similaire, mais pas exactement au même endroit que chez l'humain. Et le plus bizarre, c'est que chez eux, les globules rouges prennent la forme de faux signes, non pas quand l'oxygène manque, comme chez nous, mais au contraire quand il en a beaucoup, quand la pression en oxygène est élevée. Et a priori, ça ne les rend pas malades du tout. Allez comprendre, un petit mystère de la nature. Fascinant, en effet. Bon, pour essayer de résumer un peu notre exploration, la drépanocytose, c'est bien plus qu'une simple anomalie du sang. C'est vraiment une condition complexe, avec des racines génétiques profondes, mais aussi évolutives. Ce lien avec le paludisme est quand même incroyable. Et puis des dimensions sociales très fortes. Oui, tout à fait. Les avancées médicales sont réelles. L'hydroxyurée, les perspectives de thérapie génique. Ça a transformé le pronostic pour beaucoup de patients, là où les soins sont accessibles. Mais le défi immense aujourd'hui, c'est l'équité. Il faut bien sûr continuer la recherche. C'est essentiel. Mais l'urgence, c'est aussi de faire en sorte que les traitements efficaces qu'on a déjà, comme l'hydroxyurée, le dépistage, la prévention des infections, soient réellement accessibles à tous ceux qui en ont besoin, partout dans le monde, et notamment en Afrique où le fardeau est le plus lourd. La prise en charge doit être globale, médicale, mais aussi sociale, psychologique, environnementale. Et pour finir, une question qui émerge de tout ça. Une piste de réflexion pour aller plus loin. On a vu que le gène de la drépanocytose s'est répandu grâce à son avantage contre le paludisme, mais aujourd'hui, le paludisme recule dans certaines zones, le climat change, ce qui pourrait modifier la répartition des moustiques, et l'urbanisation galope. Comment tous ces grands changements environnementaux pourraient-ils à long terme influencer l'évolution future et la répartition de la drépanocytose sur la planète? C'est une question ouverte, directement issue de nos sources. Voilà une interrogation pour l'avenir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette discussion approfondie